Elle n'a jamais connu autre chose que l'hiver et la survie. Historia est une métamorphe des terres libres, née pour chasser, élevée pour endurer. Dans son monde, la pitié est une faiblesse. L'attachement est un handicap, jusqu'à ce qu'elle l'entende. Un cri faible et désespéré, étouffé par la tempête. Un bébé seul dans la neige, luttant contre le froid, avec une force bien trop faible pour ce monde. Historia sait ce que lui coûtera le fait de sauver cet enfant. Sa tribu la rejettera. Son compagnon reniera leur lien. Elle soulève quand même le bébé. Tous les guerriers qui l'ont côtoyé la regardent s'enfoncer dans la tempête sans un mot. Elle s'attend à la faim, à l'exil, à la mort. Elle ne s'attend pas à lui. Un loup devenu sauvage. Un prédateur redouté à tel point que les gardes royaux le chassent en meute et échouent malgré tout. Une créature faite de dents, d'instinct et de sauvagerie. Il pourrait la tuer sur place. Au lieu de cela, il l'épargne, puis revient. Désormais, des yeux verts sauvages la suivent depuis les arbres. Désormais, la bête la plus dangereuse de la région refuse de la quitter. Et son odeur est étrange, car elle ressemble à celle de l'enfant qu'elle a trouvé dans la neige. Chapitre 1. Le cerf avait disparu. Historia s'accroupit dans la neige et enfonça 2 doigts dans la dernière empreinte. Une empreinte de sabot net, déjà estompée sur les bords par la poudreuse fraîche. Elle avait suivi cet animal pendant 2 heures dans un froid si vif qu'il avait cessé d'être froid depuis 20 minutes et qu'elle ne ressentait plus rien. Et maintenant, la piste se dissolvait sous ses yeux, engloutie par la tempête de neige. Le vent lui fouetta le visage et, par habitude, elle se tourna vers lui, l'interprétant comme son père le lui avait appris. La direction, la température, ce qu'il transportait. Ce soir-là, il transportait davantage de neige, beaucoup plus. Elle devait faire demi-tour. Elle le savait et fit un pas vers le campement. Puis le vent changea de direction et, sous ses rafales, si faible qu'elle se convainquit presque que ce n'était rien, un son se fit entendre, aigu, mince et désespéré. Elle s'arrêta. Qu'était-ce donc? Un animal? Le vent qui lui jouait des tours? Puis le son se fit entendre à nouveau et son corps réagit avant même que son esprit ait fini de réfléchir. Pas vers le campement, mais vers le bruit, en bas du ravin. Elle ne décida pas d'y aller. Elle y est simplement allée. Elle a senti la mort avant de la voir. La femme était face contre terre. Historia s'est approchée prudemment, la main se posant par habitude sur le couteau à sa hanche. Bien qu'il n'y ait aucune menace ici, elle s'est accroupie. Le manteau de la femme n'était pas adapté, trop fin pour la nature sauvage, et les mains de la femme étaient gelées en griffes, ses ongles fissurés. Elle avait couru pendant très longtemps, puis elle s'était recroquevillée autour d'un paquet serré contre sa poitrine et avait utilisé le peu de force qui lui restait pour le garder au chaud. Le paquet pleurait. Historia déroula délicatement les doigts gelés. Le tissu formait une broderie autour de ses pattes, enveloppant un pendentif orné d'un blason qu'elle ne reconnaissait pas. À l'intérieur se trouvait un bébé, minuscule, si désespérément, si terrifiantement petit, qu'Historia eut d'abord instinctivement pensé que cela ne pouvait pas être réel, qu'aucun être vivant ne pouvait être aussi petit et rester en vie. Son visage était crispé par l'effort de crier, la bouche grande ouverte, les yeux fermés, tous ses traits réunis dans une demande furieuse, épuisée et déchirante d'être entendue. Il n'avait pas abandonné. C'est cela qui frappa Historia comme un coup de poing. Cet enfant ne comprenait pas à quel point les chances étaient contre lui, et il se battait, criant dans la tempête de neige de toutes ses forces, comme si le monde lui devait une réponse. « Je t'entends », dit Historia doucement. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer. « Tout va bien. » Elle s'arrêta, regarda la petite poitrine qui se soulevait sous l'effort. « Tout ne va pas bien, murmura-t-elle. Mais je te tiens maintenant. » Elle le serra contre sa poitrine et l'enveloppa dans ses fourrures. Elle se força à réfléchir. Les réserves de la tribu avaient été réduites de moitié au cours de cette lune. Le chef Brander s'était tenu devant eux tous il y a 3 semaines et avait prononcé les mots qu'aucun chef ne voulait dire. Pas de nouvelle naissance avant le dégel. Pas de nouvelle bouche à nourrir. Pas une seule. Le vote avait été unanime. Même Historia avait levé la main, car c'était ainsi que fonctionnait la survie. Vous aviez fait le calcul brutal. Elle savait ce que ce calcul brutal signifiait pour ce bébé. Sa petite bouche était toujours ouverte, toujours en train de crier, mais le son s'affaiblissait. Il se battait encore. Il avait juste de moins en moins de force pour se battre. « Pose-le », lui dit la partie sensée d'elle-même. « Tu sais ce que Brander dira. Tu sais ce que Kayley dira. » Puis la main du bébé s'échappa de l'enveloppe. 5 doigts, chacun de la taille d'une aiguille de peine. Il se tendit vers l'air libre, saisissant le vide,
ne trouvant rien et continuant à se tendre. Toujours ce même refus, cette même insistance furieuse et ignorante que le monde devait avoir quelque chose à offrir. Isoria tendit le doigt. La petite main se referma dessus. « Très bien, dit-elle. Très bien, petit. Je te tiens. » Elle se leva, le bébé serré contre elle, contre le pendentif de sa cape. C'était un sentiment qu'elle ne pouvait décrire, car elle ne l'avait jamais ressenti auparavant. Ancien et dépourvu de logique. Cet enfant était à elle, elle devait le protéger. C'était tout. C'est alors qu'elle se retourna pour partir que quelque chose attira son regard. Un éclair blanc contre la roche grise de la paroi du ravin. Une seule fleur poussant dans une fissure de la pierre gelée. Une gloire hivernale. Isoria baissa les yeux vers le petit visage blotti contre sa poitrine. « Fleury, dit-elle. Le nom lui vint, entier et certain. Tu t'appelles Fleury. Chapitre 2. Visora sentit l'odeur du camp avant même d'apercevoir la lumière. Elle sentit le lien de la meute vibrer dans sa poitrine lorsqu'elle entra dans le périmètre. Elle avait réussi. La vieille Alda fut la première à la voir. La guérisseuse de la tribu traversait les abris, un paquet d'herbes séchées sous le bras. Puis ses yeux se posèrent sur le paquet contre la poitrine d'Isoria, et elle devint blanche comme un linge. Isoria. Sa voix n'était qu'un murmure. « Qu'as-tu fait? » Isoria ne répondit pas. Kel était dehors, en train d'aiguiser une lame. « Entre, dit-il lorsqu'il vide le paquet. Leur abri était petit et fonctionnel. 2 sacs de couchage, un foyer, un râtelier d'armes le long d'un mur. Isoria l'avait toujours trouvé suffisant. Mais maintenant, debout dans cet abri, Fleury contre sa poitrine, il lui semblait soudain être une cage. « Je l'ai trouvé dans la tempête de neige, » dit-elle à Kyle. Elle lui raconta tout. Elle lui exposa clairement la situation, comme elle le faisait toujours, sans fioriture. Lorsqu'elle eut terminé, il y eut un silence. « Et tu l'as ramené, dit-il. » Isoria resta impassible. « Elle était mourante, rétorqua-t-elle. « Alors tu aurais dû la laisser là-bas. » Carl le dit sans émotion. « Tu connais la décision du chef. Pas de nouvelles bouches à nourrir. » « Je sais, Cale, mais c'était un nouveau-né dans une tempête de neige. Et la tribu meurt de faim, l'interrompit-il. Il regarda Fleury avec ce regard neutre qu'il réservait aux animaux blessés. Pas malveillant, juste évaluateur. « Ramène-la, déclara-t-il. Isoria secoua la tête. « Je ne peux pas faire ça. Elle mourrait. » Oui, il la regarda dans les yeux. « C'est comme ça que ça marche, tu le sais. » Elle le savait. Elle l'avait toujours su. La brutale arithmétique de la survie. Et pourtant, debout ici, avec la petite chaleur de flore contre la fourrure, elle découvrait que savoir une chose dans l'abstrait et être amenée à la mettre en pratique sur un petit visage précis étaient 2 choses totalement différentes. « Je ne la ramènerai pas, dit-elle. » La mâchoire de Cale se crispa. « On nous a dit que nous ne pouvions pas avoir d'enfant, dit-il froidement. Et tu es prête à tout abandonner pour l'enfant trouvé d'un étranger. » Il se retourna. « Sois raisonnable, Isoria. Laisse-la dans la neige. Elle mourra rapidement dans ce froid. L'enfant ne souffrira pas longtemps. » Ces mots s'abattirent sur l'abri comme un gel meurtrier. Isoria le regarda, convaincue de sa propre bonté. Elle regarda Fleury. Fleury qui, à ce moment-là, décida d'émettre un son. Un petit son étonné, pas un cri. Le son de quelque chose qui découvre la chaleur pour la première fois et ne sait pas encore quoi en faire. Sa bouche s'ouvrit légèrement, par pur instinct, se tournant vers la source de lumière et de chaleur la plus proche. Elle était si nouvelle, une vie qui n'était dans le monde que depuis quelques jours, qui n'avait aucune connaissance de la logique froide ou des lois tribales. Isoria pensa à elle pleurant dans l'obscurité, à cette petite main tendue dans le vide, ne trouvant rien et continuant à chercher. « Je ne peux pas, dit-elle simplement. Cale l'étudia un instant. « Alors laisse-moi le faire, proposa-t-il doucement. Tu n'auras pas à le voir. Je l'emmènerai dehors et ce sera fini en un instant. » Le silence qui suivit fut le plus assourdissant qu'Isoria ait jamais entendu. Elle regarda cet homme avec qui elle partageait un abri depuis 3 ans. Il lui offrait sa gentillesse. Il en était convaincu. « Ne la touche pas, dit-elle. Ne t'avise pas de t'approcher d'elle. » Le chef Brer la convoqua dans l'heure qui suivit. Elle entendit les battements du cœur de son messager avant même qu'il n'atteigne l'abri, et elle sut ce qui allait se passer avant même qu'il ne parle. Elle serra Fleury contre sa poitrine et partit. Le feu central brûlait avec ardeur. Toute la tribu était rassemblée autour. Une trentaine de loups illuminaient l'ambre et l'ombre, leur odeur collective s'élevant avec la chaleur. Elle les connaissait tous avant même d'avoir vu leur visage. Elle avait versé son sang pour ces gens. Elle avait souffert de la faim pour eux, s'était privée pour qu'ils puissent avoir plus. Aucun d'entre eux ne la regardait. Brer se tenait à la tête du feu. Il prononça l'ultimatum sans colère, ce qui était pire.
Laisse l'enfant à Halda, dit-il. Elle s'en occupera. Tu veux dire la remettre dans la neige? Isoria répondit. Si tu me demandes de la laisser mourir, regarde-moi dans les yeux et dis-le. Un murmure parcourut le feu, faible et inquiet. Je te demande de choisir ta meute, dit l'alpha, le regard durci. Comme tu as toujours choisi ta meute, refuse, et tu n'en feras plus partie. Elle regarda autour du feu, visage après visage. Elle cherchait quelqu'un, une seule personne, qui ouvrirait la bouche, qui dirait « Attendez, elle mérite mieux que cela. » Au fond d'elle-même, de manière humiliante, elle cherchait toujours Cale. Elle attendait toujours le moment où il franchirait le cercle et dirait « Assez, je soutiens ma compagne. » Mais à l'autre bout du cercle, Cale se tenait les bras croisés, le regard fixé sur le sol. Il ne levait pas les yeux. Elle sentait le lien de la meute dans sa poitrine. 30 vies chaudes et présentes, la toile dans laquelle elle avait été tissée depuis sa naissance. En tant que loup, ce n'était pas une mince affaire. Puis elle regarda Flory et pensa au visage de Cale lorsqu'il avait fait sa proposition et se dit « Si c'est ce que nous sommes, je veux être autre chose. » « Alors je pars, dit-elle. Elle fit ses bagages en silence. Des fourrures, les meilleures, un arc et un carquois plein, ses 2 couteaux, la viande séchée qui lui revenait de droit pour ses proies, un kit pour faire du feu. Cale l'observait avec ce visage impénétrable qu'elle avait passé 3 ans à essayer de déchiffrer. « Tu peux venir, dit-elle, non pas comme une supplication, mais comme une proposition, les yeux clairs, définitive. » Il secoua la tête. « Je ne mourrai pas dans la neige pour un enfant qui n'est pas le mien. » Elle le regarda longuement, ce visage à côté duquel elle s'était réveillée pendant 3 ans. « Je suppose que ce n'était pas vraiment un accouplement, dit-elle. Juste un arrangement, dit-elle en sortant. Les siècles ouvrirent la porte sans un mot, et Isoria la franchit. La porte se referma derrière elle. Chapitre 3. Isoria resta immobile dans le froid et l'obscurité, au-delà du mur. Elle sentit le lien qui l'unissait à la meute s'affaiblir. La chaleur de 30 vies s'évanouissait derrière ce mur jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Un silence s'installa dans sa poitrine, là où quelque chose de vivant avait résidé. Elle était seule, complètement seule, d'une manière qui n'était pas dans la nature des loups. Mais elle n'avait tout simplement pas le temps de s'appesantir là-dessus, car un petit visage se tourna vers elle dans l'obscurité. Flory était réveillée, cherchant la chaleur, le froid les atteignant déjà toutes les deux. Elle n'avait aucun recours si Isoria échouait, et les chances étaient, de toute évidence, minces. Il n'y avait aucun plan, aucune tribu, seulement une tempête de neige s'atténuant à la lisière de l'obscurité, et une femme seule avec un nouveau-né. Elle n'avait pas non plus le choix. Isoria serra donc Flory plus fort contre sa poitrine, enroula plus fermement les fourrures autour de la petite tête et se mit à marcher. Elle suivit la pente de la vallée, laissant le terrain la protéger du vent le plus violent, tandis que la tempête déchaînait sa colère contre la crête au-dessus. Tous les 100 pas, elle appuyait sa main à plat sur le petit dos attaché contre sa poitrine et sentait le mouvement de la respiration. Elle marcha toute la nuit, car s'arrêter signifiait avoir froid, et Flory commençait déjà à émettre les sons qui précèdent les vrais pleurs. Elle trouva un abri à l'aube, un affleurement granitique où la falaise s'avançait suffisamment pour bloquer le vent, créant un surplomb peu profond d'environ 1,20 mètres de profondeur et 1,80 mètres de largeur. Elle empila des branches de pin contre la paroi arrière jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment denses pour retenir la chaleur, drapa sa toile cirée par-dessus et se glissa à l'intérieur avec Flory, puis tira toutes les fourrures sur elles deux. La petite éclata en sanglots parce qu'il y avait un problème auquel Isoria n'avait pas pensé depuis 4 heures, car elle ne pouvait pas le résoudre en marchant et elle ne pouvait pas s'arrêter de marcher. Mais alors que la lumière grise de l'aube commençait à envahir le ciel, il n'était plus possible de le nier. Flory avait besoin de lait et Eoria n'en avait pas. Elle connaissait la théorie, avait vu des mères allaitées dans la tribu et savait que le loup en elle rendait son corps adaptable d'une manière qu'un corps purement humain ne serait pas. Mais savoir cela et produire du lait à la demande dans la nature sauvage gelée étaient 2 choses complètement différentes. « Je sais, » dit Isoria. « J'y travaille. » Elle serra Flory contre elle et essaya. Cela lui fit mal d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Son corps protestait contre cette demande à laquelle il n'était pas préparé. Elle ne sentait aucune réponse. Pourtant, Flory tétait avec une concentration déterminée et furieuse. « Allez, dit Isoria à son corps, tu sais ce dont elle a besoin. Trouve la solution. » Flory finit par se fatiguer et s'endormir, et Isoria ne savait pas si c'était parce qu'elle avait obtenu quelque chose ou simplement parce qu'elle s'était épuisée à essayer. C'était le pire, ne pas savoir.
Quand il fit suffisamment clair pour se déplacer en toute sécurité, elle se déshabilla, enveloppa Fleury dans ses vêtements et se transforma. Le nez de la louve lui révéla la vallée en couches, les pins et le givre, les traces de cerf filant vers le nord-ouest, aucun prédateur à proximité immédiate et, surtout, aucune meute. Cette absence avait un impact différent sous sa forme de louve. Le silence là où aurait dû se trouver le lien, mais elle le repoussa et se concentra. Elle était de retour aux côtés de Flore en moins de 10 minutes. Ce qu'elle avait appris, de l'eau à proximité, du gibier présent, aucune menace immédiate, c'était suffisant. La première véritable crise survint cette nuit-là. La température baissa d'une manière que les branches de pin et les fourrures ne pouvaient pas entièrement compenser. Fleury se réveilla et pleura sans cesse, et Isoria essaya de l'allaiter encore et encore dans l'obscurité, toujours incapable de comprendre ce qui se passait. Elle prit une décision. Elle installa Fleury au centre du lit de branches de pin, l'enveloppa de toutes les fourrures, se déshabilla rapidement et se transforma. Elle fit un tour 2 fois, lisant la petite odeur, le lait et la chaleur, et quelque chose en dessous qui fit hésiter la louve et la poussa à renifler à nouveau. Puis elle s'allongea contre Flore, se courba autour d'elle et s'immobilisa. Fleury se tut presque immédiatement. Isoria s'attendait à des pleurs. Au lieu de cela, Fleury émit un son doux et réfléchi et se pressa contre la chaleur du flanc de la louve avec la confiance réconfortante d'un animal qui a trouvé sa meute. Isoria la louve resta immobile et réfléchit à cela. La plupart des enfants métamorphes ne manifestaient leur loup qu'à l'âge de 5 ou 6 ans, parfois plus tard. Mais il y avait des choses qui ne pouvaient être complètement cachées, même chez un enfant trop jeune pour se métamorphoser. Une tolérance au froid qui dépassait celle de n'importe quel nourrisson humain. Une odeur qui portait quelque chose de plus profond que celle d'un nouveau-né. Isoria avait été trop épuisée pour l'examiner de près, mais allongée dans l'obscurité, Fleury blottie contre elle, elle se permit de reconnaître ce qu'elle avait senti depuis le ravin. Cet enfant était une métamorphe, ce qui signifiait que la femme morte dans le creux l'avait portée pendant des kilomètres dans une tempête meurtrière et qu'elle avait survécu pour des raisons qui allaient au-delà de la chance et des beaux vêtements. Isoria était allongée à côté d'elle et écoutait le vent dehors. Leur chance venait de s'améliorer. L'allaitement restait le problème central qui refusait de se résoudre. Elle essayait toutes les quelques heures parce que Fleury le demandait toutes les quelques heures avec une insistance non négociable, et elle lui parlait parce que parler semblait aider. « Je ne sais pas si ça marche, dit-elle à Fleury le deuxième après-midi. Je pense qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas. » Fleury tétait et fronçait les sourcils avec un sérieux extrême. Cette nuit-là, Isoria se déplaça à nouveau et s'enroula autour de Fleury dans l'obscurité, et Fleury dormit contre le flanc de sa louve. C'était étrange, pensa Isoria, de se sentir moins seule sous sa forme de loup, alors que sous cette forme, l'absence de sa meute aurait dû être la plus flagrante. Mais Fleury dormait contre elle et respirait calmement, et la louve le sentait. C'était sa petite. Le matin du 3e jour, Isoria tendait la main vers Fleury pour l'allaiter lorsqu'elle sentit un changement subtil. La sensation faible mais indubitable que son corps réagissait. Fleury téta et ne pleura pas quand ce fut terminé. Isoria s'assit avec elle dans les fourrures et resta longtemps sans rien dire. « Très bien, dit-elle finalement. Tout ira bien. » Chapitre 4, elle le trouva le 4e jour après avoir quitté l'auvent. Du vieux bois, des cendres froides, la pourriture humide caractéristique d'une structure que la forêt avait commencé à digérer silencieusement. Il se trouvait au bord d'une petite vallée où le ruisseau gelé s'élargissait en une plaine, à l'abri du vent du nord, entouré sur 3 côtés par une dense pinède. Le toit s'était effondré du côté est, la porte ne tenait plus que par un seul loquet, mais les murs étaient en bois massif, ancien, et le foyer était intact, proche de l'eau, abrité, défendable. Cela ferait l'affaire. Elle retourna chercher Fleury. Elle vivait dans la moitié ouest, blottie contre le foyer, et s'occupait de tout le reste dès que le bébé, la chasse et le froid le lui permettaient. Elle colmata le toit effondré avec des branches de pin, de l'écorce et de la neige tassée. Elle a réinstallé la porte avec des charnières en cuir découpé dans la sangle de son sac à dos. Elle entretenait le feu en permanence. S'il s'éteignait alors que Fleury était dans la cabane, elles n'auraient que quelques heures, et elle se réveillait 2 fois par nuit pour l'attiser. Elle a posé des pièges le 2e matin et a attrapé un lapin dans l'après-midi. Elle l'a tenu un instant avant de le nettoyer, et quelque chose dans sa poitrine qui était très tendue s'est détendu petit à petit. L'allaitement était plus régulier maintenant,
meilleure chaque jour. Elle parlait à Florie pendant qu'elle allaitait. Pas un langage enfantin, mais un vrai langage. Des traces de renard, dit-elle un matin sur la rive du ruisseau. Pas de loup. Les renards ont le pas plus léger. Ils posent leurs pattes avec plus de précision. Les loups ont le talon plus lourd. Florie émit un son contre son dos. Tu apprendras. Tu as le temps, et un soir près du feu. Ta mère t'aimait assez pour courir jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. C'est ce que je sais d'elle, les bottes usées par les mains. Je vais essayer d'être à la hauteur de ce qu'elle m'a donné. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est l'autre chose. La douleur froide et précise qui n'avait rien à voir avec la température. Elle avait rompu un lien d'accouplement et s'était éloignée d'un lien de meute dans la même nuit. Elle se surprenait à écouter le bourdonnement chaud et silencieux de 30 battements de cœur et ne trouvait rien. Elle avait vu ce que la rupture simultanée de liens faisait aux loups solitaires. Elle l'avait lu dans le vide derrière leurs yeux. C'était simplement une blessure, et les blessures devaient être soignées. Son traitement était le suivant. Elle travaillait. Il y eut une mauvaise nuit au cours de la 2e semaine. Elle revint des pièges après la tombée de la nuit et trouva Florie fiévreuse. Pas une chaleur inquiétante, mais une véritable fièvre. Ses pleurs étaient empreintes d'une tristesse épuisée. Isoria retourna dans l'obscurité chercher de l'écorce de saule dans le bosquet à l'est, le long du ruisseau. Elle la mâcha pour en faire une pâte près du feu et l'appliqua sur le petit front, l'intérieur des poignets et la plante des pieds. Mais elle ne dormit pas. La fièvre tomba le lendemain soir. Elle s'assit ensuite avec Florie sur ses genoux, toutes deux épuisées, regardant le petit visage endormi, les couleurs revenant, la poitrine se soulevant et s'abaissant avec une régularité tranquille. Elle posa sa main sur cette petite poitrine, et Florie choisit ce moment pour trouver une mèche de cheveux cuivrés et la mettre immédiatement dans sa bouche. « Ce n'est pas de la nourriture, dit Historia. » Sa voix était plus rude qu'elle ne l'aurait voulu. Florie s'accrochait. Les semaines s'accumulaient. La cabane changeait petit à petit autour d'elle. Le toit était scellé, la porte était solide, les étagères de séchage étaient pleines, le bois était empilé en hauteur, et tous ces changements réunis formaient quelque chose qu'elle reconnaissait comme un foyer. Florie changeait aussi. Ses cheveux noirs s'épaississaient en boucles douces, ses yeux s'affinaient, cherchant délibérément ce qui était le plus proche. Quand Isoria parlait, elle se tournait vers elle avec une expression qui traduisait une confiance sans équivoque, complète, simple, apparemment inconditionnelle. Visoria trouvait cela personnellement la chose la plus alarmante qui lui soit arrivée depuis le ravin. Un soir, vers la fin de la 6e semaine, elle était assise dans l'embrasure de la porte, Florie sur ses genoux, regardant le ciel devenir orange et violet foncé derrière les pins. De la fumée s'élevait tout droit de la cheminée. L'absence du lien de meute était toujours là. Le fantôme de 30 vies, plus ténu désormais, mais toujours présent. Elle apprenait à le porter. Florie attrapa son doigt et le serra de toute la force de son petit poing. « Tout ira bien, dit Isoria. » Elle ne savait pas exactement quand cela était passé d'une chose qu'elle se disait à elle-même à une chose qu'elle croyait réellement. Florie attrapa son nez et sourit. Chapitre 5. Florie parlait depuis près d'1 heure, pas avec des mots. Elle avait 6 mois, mais elle poussait des sons qui ressemblaient à des commentaires très tranchés, adressés aux arbres, à l'oreille gauche d'Isoria et parfois à un corbeau qui les suivait le long du chemin. « Corbeau, dit Isoria. » Florie répondit par quelque chose de très emphatique. « Apprends à les lire. Ils te diront quand quelque chose bouge dans les arbres avant même que ton nez ne le fasse. » Florie attrapa sa tresse et s'y agrippa. Le village apparut à travers les arbres, une place boueuse avec un magasin général, une taverne et un groupe de maisons. Le comptoir commercial de Petra occupait le plus grand bâtiment du côté est. De la fumée s'élevait de la cheminée. Elle entendit les enfants de Petra avant d'atteindre la porte. Elle la poussa et la chaleur la frappa comme un mur. De la fumée de bois, des herbes séchées et la chaleur d'un bâtiment plein de vie. « La voilà !» dit Petra, qui contournait déjà le comptoir, les bras ouverts vers Florie. « Elle est bien là où elle est, dit Isoria. Elle est attachée à ta poitrine depuis 1 heure. Viens ici, ma petite chérie. » Elle emmena Florie dans la pièce du fond où se trouvaient ses propres enfants. « Des renards, des lapins et des visons, » demanda Petra à son retour. 2 visons. Le ruisseau coule mieux. Quoi d'autre? Des pierres humides, des céréales séchées, et Flore qui veut plus que du lait. Quelque chose qu'elle peut gérer. Petra la regarda avec cette expression chaleureuse qu'Isoria ne savait jamais trop comment interpréter. De l'avoine séchée bouillie jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Elle va mettre du désordre. Elle sortit des choses des étagères. Je dois aussi aller voir au magasin général.
Ils avaient du fil métallique pour piège le mois dernier. Va-y maintenant avant que Hank ne ferme pour l'après-midi. Historia ressortit dans le froid. La place était calme. Pas le calme habituel d'un après-midi tranquille, mais le silence particulier d'un endroit qui avait récemment été plus animé et qui s'était arrêté. Une femme traversait vers la taverne et changea soudainement de direction, se déplaçant rapidement, la tête baissée. Deux hommes près du puits parlaient à voix basse, d'un ton pressant, et tandis qu'Isoria les observait, l'un d'eux attrapa le bras de l'autre et ils entrèrent à l'intérieur. Isoria fronça les sourcils et s'arrêta de marcher. Son nez le trouva avant ses yeux. Une odeur portée par l'air froid venait de la ruelle orientale. Quelque chose de sauvage et d'énorme, quelque chose qui rendait le loup en elle très calme. Elle se tenait au milieu de la place et respirait, et son cerveau reptilien envoya un signal clair. Menace d'un prédateur suprême. Elle était encore en train de l'analyser lorsqu'elle entendit des petits pas rapides. Elle se retourna. Tim traversait la place en courant depuis la porte de Petra. Âgé de 4 ans, il était entièrement concentré sur le ballon qui roulait devant lui. « Tim » l'appela-t-elle. « Tim, viens ici. » Il ne l'entendit pas. Le ballon rebondit. Il le poursuivit, puis s'arrêta. Un loup était sorti de la ruelle et le monde semblait se contracter autour de lui. Il était énorme, avec un pelage noir et une carrure massive, ses épaules à la hauteur de la poitrine d'un homme. Ses yeux verts balayèrent la place avec la rapidité d'une créature guidée par son instinct de prédateur. Elle avait déjà ressenti la contrainte de l'alpha, mais cette fois-ci, c'était différent. Elle la frappa en pleine poitrine et lui écrasa les épaules. Tous ses instincts lui disaient « Reste immobile, garde la tête baissée ». Tout autour de la place, les gens hurlaient. Deux femmes près du puits crièrent et s'enfuirent. Un homme cria quelque chose et claqua un volet. Les quelques loups du village s'effondrèrent. Elle pouvait les voir, leur corps tombant en position de soumission. Elle bloqua ses genoux et se tint immobile, car Tim était figé au centre de la place. Et lorsque les lèvres du loup commencèrent à se retrousser, il poussa un cri strident. Le son était faible, aigu et terrifié, et tout le corps du loup y réagit, chaque muscle se contractant. De l'intérieur du comptoir commercial, la voix de Petra retentit. Tim. Historia était déjà en mouvement. Elle traversa l'espace à toute vitesse, la compulsion la martelant à chaque pas, et poussa Tim derrière elle d'un seul mouvement, se plaçant entre lui et le loup. « Derrière moi, dit-elle à Tim. Ne bouge pas. » Le loup la fixait. Ses yeux étaient verts, vifs, d'un vert brûlant. Son odeur la frappa de plein fouet, celle du sang et de la nature sauvage, et l'odeur minérale et froide de la forêt profonde. Mais sous tout cela, il y avait d'autre chose. Un fil. Quelque chose de familier d'une manière qui n'avait aucun sens. C'était comme si elle avait déjà senti cette odeur auparavant, sauf qu'elle ne l'avait jamais vue. Le loup fit un autre pas vers elle. Derrière elle, Tim émit un petit son. « Va-t'en » lui dit-elle très doucement. « Locke, ne cours pas. » Elle l'entendit partir. Elle ne quittait pas le loup des yeux. « Je te vois, » dit-elle. Il chargea. Ce n'était pas un test, mais une charge à pleine vitesse. Et le corps d'Isoria prit une décision avant son esprit. Et elle se transforma. Tout ce qu'elle portait explosa, et elle se redressa, se préparant à l'impact. Puis il la frappa comme un arbre qui tombe. La collision la projeta en arrière dans la neige. Elle lutta pour se relever, grognant et grondant. Mais il faisait 2 fois sa taille, et il avait de l'élan qu'il utilisa pour placer son poids au-dessus du sien. Il referma ses mâchoires sur sa gorge et l'écrasa, la plaquant sur le dos dans la neige, le ciel au-dessus d'elle. Tout son poids la maintenait au sol. La contrainte explosa au moment du contact. Elle traversa sa poitrine, envahissant chaque partie animale de son être. « Soumets-toi ». Elle lutta. Son étreinte se resserra en guise d'avertissement, ses dents s'enfonçant plus fort dans sa jugulaire. Un mouvement net et ce fut fini. Elle gisait sous lui dans la neige et sentait à quel point l'issue de cette confrontation ne dépendait pas de sa force, mais de ce qui restait de lui sous son côté sauvage. Quelque chose d'autre arriva, un instinct plus profond que la stratégie. Elle cessa de se débattre d'un seul coup, complètement. Elle resta immobile, tourna la tête sur le côté et découvrit sa gorge. Il s'immobilisa au-dessus d'elle. La pression de sa mâchoire changea, ses dents se relâchèrent. Elle resta complètement immobile sous lui et le laissa la lire. Le loup leva la tête. Elle se transforma à nouveau. Le froid arriva instantanément. Elle était allongée sur le dos dans la neige, humaine, nue, et l'hiver était rigoureux. Mais elle ne bougea pas. Elle leva les yeux vers lui, l'énorme loup noir debout au-dessus d'elle, son museau au-dessus de son visage, ses yeux verts fixés sur les siens. Sauvage, brisé. « Il y a un humain là-dedans, dit-elle, sans le. » Elle tendit lentement la main.
Il ne bougea pas. Elle appuya sa paume à plat contre le côté de sa mâchoire. La fourrure était plus rugueuse qu'elle ne l'avait imaginé et il était brûlant de fièvre en dessous. Elle leva les yeux vers lui. L'attraction la frappa alors, profonde et certaine, un courant qui coulait sous tout le reste, comme s'il avait été là avant qu'elle ne le touche et qu'il serait là après. Sa respiration était devenue superficielle. Elle n'avait plus froid. « Reviens, dit-elle. Tu es là, je le sens. » Elle garda sa paume contre sa mâchoire, les yeux fixés sur les siens. « Reviens. » Il la fixait. Il ne bougeait pas. Elle attendit encore un instant avant de comprendre. Ce n'était pas un refus. Il en était simplement incapable. Elle baissa la main. Ses yeux restaient fixés sur son visage tandis qu'il s'éloignait, ses yeux verts brûlants. Puis il se retourna et en 4 bonds silencieux et puissants, il disparut. Historia resta allongée dans la neige un instant et regarda la place vide. Puis le froid se fit sentir et elle s'assit. La place commença à se remplir prudemment, une porte s'ouvrant d'1 centimètre. Elle se leva. Elle n'avait rien sur elle. « Il est parti », dit-elle à la place tout entière. La porte du comptoir commercial s'ouvrit brusquement et Petra sortit en courant. Elle avait déjà une couverture ouverte dans les 2 bras et l'enroula autour d'Historia. À l'intérieur, elle dit « Maintenant », dit Historia. La chaleur du comptoir commercial était presque agressive. De l'arrière-boutique venait la voix de Flore, joyeuse, impérieuse, en plein monologue. Historia se tenait debout et l'écoutait et sentait quelque chose se détendre dans sa poitrine. Petra ferma la porte. Elle disparut à l'arrière et revint avec une tasse de quelque chose de chaud et une pile de vêtements. Une chemise, un pantalon, des chaussettes. Ne discute pas de la taille. Historia s'habilla là où elle se tenait. « Ta gorge, » dit Petra. Historia la toucha. La chaleur était toujours là. Pas tout à fait une douleur, pas tout à fait une absence de douleur. « Parle-moi du loup, » dit-elle. Petra lui raconta. Il y a 6 mois, il était apparu de nulle part. Sans meurtre, sans origine. Il avait tué les 5 loups qu'il avait défiés. Il avait dispersé toute une meute de la crête nord. 2 groupes de chasseurs étaient venus pour le loup. Le premier était revenu bouleversé et silencieux. Le second n'était pas revenu du tout. Puis, il y a 2 mois, des messagers royaux avaient affiché une prime. Vivant si possible, mort si nécessaire. « Royal ?» demanda Historia. « Ici, sur une terre libre. Cette terre n'est libre que parce qu'elle est trop inhospitalière pour que le royaume de Sa Majesté s'en préoccupe, » répondit Petra. Historia pensa à Flory, au tissu brodé, à l'écusson bordé d'or, au pendentif qu'elle avait maintenant caché sous le plancher. « Le loup est un métamorphe, dit-elle. Il ne peut pas reprendre sa forme humaine. » Petra la regarda attentivement. « Tu as posé ta main sur son visage. » Historia ne dit rien. Il t'avait plaqué sur le dos dans la neige, la gorge serrée, puis tu es redevenue humaine et tu l'as touché. « Je sais ce que j'ai fait, » dit Historia. « Je te pose la question, » dit Petra patiemment. « Si tu sais pourquoi, » Historia pensa aux yeux verts, sauvages, brûlants et brisés. « Non, » dit-elle doucement. Chapitre 6. Quelques jours plus tard, elle ouvrit la porte de la cabane à l'aube et faillit heurter le cerf. Elle s'arrêta, une main sur le cadre de la porte. Une bête entière gisait sur la pierre plate à l'extérieur. De la vapeur fraîche s'élevait encore du corps dans l'air froid. Elle avait été placée là avec la délicatesse d'un cadeau. Sa main se posa sur son couteau. Elle scruta les arbres, lentement et minutieusement. Rien de visible. Elle s'immobilisa et tendit l'oreille au-delà du vent. La forêt était silencieuse, ce qui signifiait qu'une grande créature venait de la traverser. Elle a détecté sa trace dans l'air froid, le sang et la nature sauvage, et ce fil alpha dense et indubitable à sa porte. Il était là pendant qu'elle dormait. Elle est restée là un moment. Puis elle a traîné le cerf à l'intérieur, l'a préparé rapidement et a passé le reste de la journée avec la sensation désagréable d'être observée. La deuxième proie est arrivée le lendemain matin, un lapin sur la pierre. Le lendemain matin, un renard, chacun frais, chacun placé intentionnellement. Et chaque matin, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, dans l'obscurité matinale, et le sentait là, dehors, et sentait les poils de sa nuque se hérisser d'une manière qui n'était pas entièrement due à la peur. C'était ce « pas entièrement » qui la dérangeait. Elle savait ce qu'était la peur, mais là, c'était quelque chose de plus complexe. Elle rêvait de lui. Elle ne s'en rendit pas compte tout de suite. Elle resta immobile avant de comprendre pourquoi son pouls était élevé, pourquoi sa peau réagissait ainsi après que quelque chose l'ait observé dans l'obscurité. Elle avait rêvé du loup, mais pas du combat. Le moment d'après, son poids sur elle, l'attraction. À côté d'elle, Flory dormait,
un point ouvert près de son menton. « Je perds la tête », dit-elle au plafond. Elle vérifiait la liane tous les matins. Elle commençait par là. Certains matins, les traces dataient de plusieurs heures et s'estompaient. D'autres matins, elles étaient suffisamment fraîches pour lui indiquer qu'il avait récemment été au bord de la liane. Très récemment. Ces matins-là, son cœur faisait quelque chose qu'elle ne discutait pas avec elle-même. Au bout d'une semaine, elle commença à trouver ses traces. Elle ne les cherchait pas. Elle vérifiait la ligne de piège sud. Flory attachée dans son dos, elle traversa ses traces dans la neige et s'arrêta. C'était la foulée de quelque chose d'énorme qui faisait le tour de la vallée en formant un large arc. Elle suivit l'arc des yeux. Il n'était pas passé par là. Il avait couru tout autour. Un circuit complet. Elle s'accroupit au-dessus des traces, fit le calcul et sentit quelque chose la traverser qui n'était pas agréable. « Depuis combien de temps fais-tu cela ?» dit-elle dans le vide. Sur son dos, Flory attrapa sa tresse. « Il patrouille », lui dit Isoria. « Chaque nuit autour de nous. » Elle regarda l'arbre, le pin ordinaire et l'ombre qui ne révélait rien. « Je ne sais pas si je dois avoir peur ou non. » Flory mangea sa tresse. « C'est utile, » dit Misora. Cette nuit-là, elle resta éveillée longtemps après que Flory se fut endormie et écouta l'obscurité à l'extérieur des murs de la cabane, ses sens de loup poussés à leur limite, interprétant les sons et les odeurs de la vallée. Elle rêva de sa chaleur, de la fièvre de son corps au-dessus d'elle, de son odeur qui emplissait ses poumons. Elle se réveilla avant l'aube, haletante. Elle était pourchassée. Elle le comprenait de plus en plus clairement, pas pourchassée comme une proie, mais avec patience, avec détermination, avec la certitude absolue de quelque chose qui avait été décidé. Le problème était ce que son corps faisait de cette information. Elle se disait qu'elle réagissait à la contrainte de l'alpha, que n'importe quel loup ressentirait cela, que c'était une réponse biologique à un signal dominant. Elle se disait cela le matin avec une grande fermeté, mais y croyait de moins en moins au fil des jours. Le 14e matin, elle le sentit près de l'arbre, plus près qu'il ne l'avait jamais été à la lumière du jour, beaucoup plus près. Elle se leva et ne dit rien. L'air froid circulait entre eux. Elle respira son odeur caractéristique, et sous celle-ci, le fil, et presque sous le fil. « Merci », dit-elle finalement à voix basse. Il était sorti de l'ombre, pas complètement, mais visible. Son pelage noir contrastant avec le blanc et le gris de la forêt, ses yeux verts posés sur elle à travers la distance. Aucun d'eux ne bougea. Puis il disparut, et elle resta seule. Cette nuit-là, elle était allongée sur le dos dans le noir, le sang battant dans ses veines, Flory respirant lentement et calmement à côté d'elle, et elle fixait le plafond, sentant une douleur dans sa poitrine. Elle avait peur et elle était aussi autre chose, et cette autre chose prenait le dessus. Chapitre 7. Cela s'est produit parce qu'Isoria a commis l'erreur de tourner le dos pendant 30 secondes. Elle alimentait le feu pour le lendemain matin et elle a entendu le bruit familier d'un rampement affairé. Flory avait appris il y a 3 semaines, et elle n'y avait pas prêté attention, jusqu'à ce qu'elle se retourne et que la cabane soit vide. La porte était ouverte de 7 centimètres. Isoria franchit la porte et son cœur s'arrêta. Flory était au milieu de la clairière, rampant dans la neige molle du printemps, avec une détermination concentrée vers le loup. Il était au bord de la clairière, tourné vers la petite chose qui s'approchait de lui. 3,5 mètres les séparaient. Dix. Isoria avait le couteau à la main avant même de s'en rendre compte. Elle se déplaçait rapidement et silencieusement, calculant ses mouvements. Flory cessa de ramper. Elle s'assit sur ses talons dans la neige et regarda le loup avec l'expression grave et réfléchie qu'elle avait lorsqu'elle réfléchissait à quelque chose. Le loup la regarda. Puis Flory éclata d'un rire plein, joyeux, complètement décomplexé, et elle tendit les 2 bras vers le visage du loup avec l'assurance impérieuse de quelqu'un qui n'a jamais été déçu dans ses attentes. « Bah !» annonça-t-elle. Le loup resta parfaitement immobile. Isoria s'arrêta aussi, figée, car ce qui se passa ensuite n'avait aucun sens. Ses oreilles s'aplatirent lentement, non pas par agressivité, mais pour une raison qu'elle ne comprenait pas. Son corps massif perdit son élan. Il baissa la tête jusqu'à ce que son museau soit à la hauteur des mains tendues de Flore. Il prit une longue et profonde inspiration, aspirant l'odeur de Flore. C'était prudent. C'était une créature à la recherche de quelque chose de précis, quelque chose qui changeait complètement la nature de son immobilité. Puis le son vint, bas, profond, jaillissant de quelque part dans sa poitrine. Un son qu'elle n'avait jamais entendu de lui, ni d'aucun loup. Un gémissement brisé et montant, brut d'une manière dont rien en lui n'avait jamais été brut auparavant. Flory lui tapota le nez des 2 mains, attrapa un pli de sa lèvre, l'inspecta, dit à nouveau « Bah !»
Apparemment une explication. Il resta immobile. Il resta parfaitement immobile, tremblant, et la laissa faire. Historia baissa son couteau. Ses yeux verts se posèrent sur les siens. Une question. Tu ne lui feras pas de mal, dit Historia. Je sais que tu ne le feras pas. Florey attrapa immédiatement son oreille et annonça quelque chose longuement. Il ferma les yeux, et puis, debout si près d'eux deux, Viscera comprit. Pourquoi son odeur lui semblait toujours familière? Pourquoi elle lui avait toujours rappelé quelque chose, ou plutôt quelqu'un? Oh, elle fronça les sourcils. Elle respira à nouveau, plus lentement, plus délibérément. Sa note grave, la partie la plus profonde de sa signature, et la note la plus grave de Flore, identique, pas similaire, la même racine, la même signature olfactive spécifique présente chez les deux, comme elle l'était entre les Bloodkin. Elle se tenait dans la clairière et regardait Florey, qui tentait maintenant de grimper sur le nez du loup. « Que représentes-tu pour elle » pensa-t-elle. L'air dans la clairière changea. Historia le sentit avant de le voir. Un subtil changement de pression, cette charge particulière qui précède un changement. Elle ne l'avait jamais ressenti venant d'un bébé. « Florey » dit-elle, et elle fit un pas en avant. Florey se transforma. Ce fut rapide et discret, rien à voir avec la transformation d'un adulte. Ce n'était pas la transformation puissante et délibérée d'un loup qui savait ce qu'il faisait, mais quelque chose d'instinctif. À un moment donné, il y avait un bébé dans la neige. L'instant d'après, il y avait un louveteau. Minuscule, extraordinairement minuscule. Un louveteau noir comme de l'encre, pas plus grand qu'un lapin assis dans la neige. Il se secoua une fois, leva les yeux du loup étaient ouverts. Il avait relevé la tête de ses pattes et fixait le louveteau. Il émit à nouveau ce son. Ce gémissement grave, brisé, montant du plus profond de sa poitrine. Mais différent cette voix, moins blessée, plus comme quelque chose qui avait été enfermé dans l'obscurité pendant très longtemps. Le petit, Florey vacilla sur ses 4 petites pattes, puis se jeta sur lui. Elle rebondit sur son museau, tomba, se releva avec une immense dignité et recommença. Elle jouait avec la même joie débordante qu'elle apportait à tout, rebondissant contre la mâchoire du loup, et son énorme visage balafré avec de petits cris de joie. Le loup, très lentement, très prudemment, commença à jouer avec elle. De petites poussées, presque imperceptibles. Un léger coup de nez qui fit rouler la petite et la remit sur ses pattes. Une patte posée à plat dans la neige devant elle. La petite grimpa immédiatement dessus, tomba de l'autre côté et revint en courant pour une nouvelle tentative. Il la lécha. Un long passage de langue, minutieux et prudent, qui couvrit la majeure partie de son petit corps et la laissa l'air indigné, puis elle repartit, se jetant sur son oreille. Historia s'assit dans la neige. Elle pensa aux changements précoces. Elle en avait entendu parler, mais ils étaient si rares qu'ils relevaient presque du mythe. Des enfants qui se manifestaient des mois ou des années avant l'âge normal. Et tous les cas avaient une chose en commun. La rupture, la séparation d'avec un parent. Un traumatisme si spécifique qu'il s'était propagé dans le sang et avait fait apparaître le loup prématurément. Elle regarda Florey, le petit chiot noir qui essayait actuellement de mettre l'oreille du loup entièrement dans sa bouche. Elle les respira à nouveau tous les deux. Sa note de fond et celle de Flore étaient identiques. Elle regarda Florey, aux cheveux foncés lorsqu'elle était humaine, aux yeux verts comme les siens. Elle regarda le loup, cette créature sauvage, muette et brisée qui était apparue 6 mois plus tôt, toute comme Florey. Historia pressa sa main sur sa bouche. C'était son père. Cette créature sauvage, muette et souffrante qui ne pouvait pas se retransformer était le père de Flore. Et Florey s'était transformé parce que quelque chose dans son sang l'avait su. Il ne le savait pas. Pas vraiment. Elle le voyait clairement. Mais quelque chose en lui le savait. Historia resta assise dans la neige pendant longtemps sans rien dire. Chapitre 8. 3 semaines plus tard, le loup cessa de dormir près de la cheminée et commença à dormir à côté d'elle. Elle se dit qu'elle aborderait le sujet le lendemain matin. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle se transforma. Elle s'était transformée toute sa vie pour chasser, pour traquer, pour se réchauffer, mais rarement pour le plaisir. Désormais qu'elle se transformait le matin, avant le lever du jour et courait dans la vallée sous sa forme de loup. Et la première fois qu'il se mit à courir à ses côtés, elle sentit quelque chose se mettre en place dans sa poitrine. C'était cela, l'attraction qui l'avait poussée. Sous sa forme de loup, il n'y avait aucune ambiguïté, seulement le bourdonnement dans son sang et la certitude animale de sa présence à ses côtés. La nuit, la douleur était insupportable. Elle s'allongeait dans l'obscurité et sentait l'attraction si forte qu'elle en devenait un bruit,
une vibration constante sous sa peau. Il était sauvage. Il ne pouvait pas se retransformer, ne pouvait pas parler, ne pouvait pas lui dire son nom. Elle ne savait pas ce qu'il avait brisé ni qui il avait été auparavant. Elle se retourna et il était éveillé, la regardant dans l'obscurité. Ses yeux verts captant la faible lueur du feu qui couvait, la regardant. Elle soutint son regard. L'attraction se resserra. « Je sais, dit-elle de doucement, je sais, je le sens aussi. » Il ne bougea pas. Il attendit avec cette patience absolue des loups. Elle tendit la main et posa sa paume contre son flanc. Il était brûlant, toujours brûlant. Ses yeux restèrent fixés sur les siens. « Tu ne peux pas reprendre ta forme humaine, dit-elle. Tu ne peux pas me dire ton nom. » Ses yeux restèrent fixés sur les siens, patients, assurés, dans l'attente. Elle le regarda. Cette créature sauvage, tendre, brisée, qui avait traîné un élan dans la neige pour elle, qui avait couru dans l'obscurité pour les protéger, et qui s'était soumis à un bébé qui lui grimpait sur le visage. Elle lui appartenait. Elle le savait depuis la place. Elle s'allongea lentement, les yeux rivés sur les siens, levant délibérément le menton, lui offrant sa gorge. « Allez, viens, murmura-t-elle. » Il s'approcha d'elle. Son poids était énorme. La compulsion d'Alpha la traversa comme une vague, plus douce qu'elle ne l'avait été sur la place. Elle sentit son âme de loup répondre avec un soulagement si profond qu'il en était presque vertigineux. « Oui, ça. » Finalement, son nez se déplaça le long de sa gorge, la reniflant lentement, délibérément. Elle ferma les yeux. Son souffle était chaud contre son pouls. Elle le sentit s'arrêter là, ses dents effleurant sa peau. Un son grave sortit de sa poitrine, pas un grognement d'avertissement, mais quelque chose de complètement différent, profond, résonnant et respectueux. Elle se transforma. Cela se produisit entre deux respirations, son corps prenant la forme d'un loup sous lui. Puis il mordit à la jonction de son cou et de son épaule, lui infligeant une douleur vive et nette. Et puis le lien se mit en place, comme une porte qui s'ouvre sur la lumière. Elle le sentait, pas sa présence. Elle avait senti sa présence pendant des mois. C'était lui, son intérieur, le chagrin immense et sans lumière qu'il avait vécu en lui, ancien et total, et si profond qu'elle s'y perdit presque. La tendresse qu'il manifestait à Florie, brute, déconcertée et douloureuse, l'amour d'un père agissant sans savoir qu'il s'agissait de l'amour d'un père. Et sous tout cela, sous la folie et le chagrin, quelque chose qui la faisait crier, un amour si féroce et si certain qu'il avait survécu à la destruction totale de son esprit. Il ne connaissait pas son propre nom. Il ne connaissait pas le sien, mais il savait qu'elle était sienne avec une certitude qui vivait au-delà de la mémoire. Elle n'avait jamais été connue ainsi. Elle était allongée sous sa forme de loup, le lien chantant dans son sang et la marque d'accouplement brûlant chaudement sur son épaule. Chapitre 9. Depuis la revendication, elle n'était plus seule dans sa propre peau. Il y avait un deuxième battement de cœur sous le sien, une chaleur qui parcourait sa poitrine et qui n'était pas la sienne. Elle le sentait comme elle sentait son propre pouce en permanence sans avoir à faire d'efforts. Elle sentait son instinct protecteur lorsque Florie pleurait la nuit. Elle sentait son contentement lorsqu'ils étaient tous les trois ensemble dans la clairière. Elle sentait le chagrin. Et parfois, sans prévenir, elle sentait autre chose. Un flash, fragmentaire, violent, disparu avant qu'elle ne puisse le retenir. Le visage d'une femme qui rit, puis du sang, puis des cris, puis une rage si totale qu'elle effaçait tout le reste. Mais ce qui ressortait le plus, c'était l'attraction. Elle avait toujours été là. Elle l'avait ressenti depuis la place, mais maintenant qu'ils étaient liés, unis, la marque chaude sur son épaule où ses dents s'étaient enfoncées. L'attraction était devenue plus forte. Elle savait toujours où il se trouvait. Elle tendait la main vers lui sans réfléchir, sa main trouvant sa fourrure, son corps s'orientant vers lui comme l'aiguille d'une boussole s'oriente vers le nord. Il avait marqué son odeur. Il avait délibérément, minutieusement et à plusieurs reprises revendiqué son odeur avec la sienne, son nez le long de sa mâchoire, de sa gorge et de ses poignets. Ils dormaient blottis l'un contre l'autre, son dos contre sa poitrine, Fleury dans la pièce voisine. C'est l'attraction qui l'avait réveillée 3 semaines après la revendication. Elle avait changé de nature pendant la nuit, quelque chose de plus urgent, de plus spécifique. Elle resta immobile un instant, l'observant, et réalisa que ce qui pressait contre son dos était de la peau. Une peau nue, le bras drapé sur sa taille n'était pas une patte. C'était une main, grande, aux doigts longs, marquée de cicatrices sur les jointures, tremblant légèrement là où elle pressait contre son ventre. Historia ne bougea pas pendant 1 minute. Elle resta parfaitement immobile et sentit son cœur faire un grand bond, puis elle se retourna.
Des cheveux noirs, mi-longs, emmêlés et sauvages contre la fourrure. Une mâchoire qui semblait avoir été sculptée plutôt que d'avoir poussé. Des cicatrices partout. Une carte de cicatrices sur sa poitrine et ses bras. Il était énorme, même dans cet état, avec des épaules larges et des muscles puissants, comme quelqu'un qui s'était construit par l'usage plutôt que par l'aspiration. Et ses yeux verts, du même vert qu'elle avait regardé 100 fois, par tous les temps et sous toutes les lumières, mais maintenant dans un visage humain, encadré de cils noirs, la regardant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. Une faim désespérée, brute, irrésistible, pas le simple besoin du loup. C'était délibéré, humain. Le regard d'un homme qui savait exactement ce qu'il voulait et qui le regardait, la regardait. Il tendit la main et lui toucha le visage, une main enserrant sa mâchoire avec un soin si total qu'elle le sentit à travers le lien. Elle sentit l'écho de ce qu'il ressentait de son côté. Son pouce se déplaça le long de sa pommette, puis plus bas, suivant la ligne de sa mâchoire. La façon dont il la regardait lui coupa le souffle, lui fit prendre conscience qu'elle était pressée contre le corps d'un homme et qu'aucun d'eux ne portait quoi que ce soit. À travers le lien, elle le sentait. La douleur de quelqu'un qui avait été un loup pendant des mois et qui était maintenant humain, qui avait une compagne et savait ce dont il avait besoin, avec une urgence qui dépassait toutes les fonctions supérieures. Le lien vibrait de désir et d'intention. « À moi », disait-il. « Enfin, à moi ». Sa bouche trouva la sienne et elle sentit le baiser à travers 2 couches simultanément. La réalité physique et le goût qu'elle avait pour lui. La réalité spécifique et écrasante d'elle après si longtemps sans contact. Sa langue suivit le contour de ses lèvres et elle s'ouvrit à lui et sentit son gémissement vibrer à travers leurs 2 corps. Ses mains descendirent le long de sa gorge jusqu'à sa clavicule, dessinant les contours de son corps. Elle s'écarta juste assez pour parler. « Je ne connais pas ton nom, » dit-elle. Il la regarda. Quelque chose bougea derrière ses yeux. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Elle posa sa main sur sa mâchoire. « Cela n'a pas d'importance, » dit-elle, son pouce suivant la ligne de sa lèvre inférieure. « Tu es à moi. » Ses mains étaient partout, apprenant à la connaître, la revendiquant, minutieuse, possessive et d'une certitude dévastatrice. Et à travers ce lien, elle sentait sa satisfaction. Chaque fois qu'elle haletait, elle sentait son désir comme une marée montante, implacable et inévitable, et son propre désir grandir pour y répondre. Elle laissa la marée entrer. Ce qui se passa entre eux dans la cabine sombre, Flory endormie dans la pièce voisine, le feu brûlant faiblement, n'était pas quelque chose qu'elle pouvait décrire avec des mots. Après qu'il eût été complet et qu'elle eût été implacable, le plaisir s'était construit entre eux, inévitable et consumant. Le lien chantait. Il n'y avait pas d'autres mots pour décrire ce qu'ils faisaient. Ils chantaient entre eux, lumineux et sûrs. L'aube pointait pâle à travers la fenêtre givrée. Ils dormaient, et quand Historia se réveilla, elle eut un sentiment de malaise et comprit qu'un étranger s'était introduit dans leur tanière et se tenait actuellement au-dessus de son compagnon. Chapitre 10. L'homme pressait un chiffon sur le visage de son compagnon. Historia le frappa de tout son poids, le poignard en avant même d'avoir fini de formuler sa pensée. Ils s'écrasèrent ensemble sur le sol. Il intercepta rapidement et habilement sa main armée du couteau, mais elle se battit de toutes ses forces, vêtue seulement d'une fine chemise de nuit, sur le sol de la cabane. « Qu'avez-vous fait » Elle remit son poignard contre sa gorge. « Qu'avez-vous fait à mon compagnon » L'homme resta immobile sous elle. « Il n'est pas blessé, commença-t-il. Que lui avez-vous donné » La lame appuya plus fort. « Ce n'est pas du poison, » jura l'homme. « Il est seulement endormi, je vous le promets. » Elle regarda son compagnon. Son visage était détendu contre les fourrures. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait trop lentement, trop profondément. Un inconnu s'était approché de son visage et il n'avait pas bougé. Furieuse, elle enfonça son coude dans l'arrière du crâne de l'homme, puis se dirigea vers la fenêtre. La veillée était remplie de soldats, 40, peut-être plus, se déplaçant à travers les arbres en formation serrée et sous des bannières. Elle regarda les bannières et quelque chose se heurta à sa mémoire. Ce blason, elle le connaissait. Elle retourna vers son compagnon. « Réveille-toi. » Elle l'attrapa par les épaules et le secoua. « Tu dois te réveiller tout de suite. » Il ouvrit les yeux, vitreux et flous, et elle le sentit à travers le lien, lutter pour se relever. Ses lèvres bougèrent. Aucun son n'en sortit. Puis il s'enfonça à nouveau, le verre disparut, et le lien se tut. Elle prit son visage entre ses mains. C'était la première fois qu'elle le voyait en pleine lumière du jour sous sa forme humaine,
avec sa mâchoire anguleuse, ses cheveux noirs contrastant avec sa fourrure, ses cicatrices sur la poitrine et les épaules. Il était si beau, mais ses yeux étaient vitreux et vides, et il y avait une armée dehors. 3 coups secs frappèrent à la porte. Elle regarda vers la pièce du fond où Flory dormait encore. Elle pouvait prendre Flory et s'enfuir, mais elle ne pouvait pas le porter. Elle serra les dents jusqu'à en avoir mal à la mâchoire. « Nous venons en paix », dit une voix masculine, calme et assurée. Elle ferma les yeux puis les rouvrit. Elle s'approcha de la porte et l'ouvrit lentement, de 15 centimètres, puis se plaça derrière. Elle laissa l'homme entrer. Puis elle s'avança et posa son poignard sur sa gorge. « Ne bougez pas », cria-t-elle au soldat à l'extérieur. « Ou je le tue. » L'homme menacé par sa lame resta immobile. « Il s'en moque, madame, dit-il. Je ne suis pas important. »« Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Renard, capitaine de la garde de l'armée de Sa Majesté. »« Sa Majesté » répéta Issoria. « Le roi Alpha, dit Renard. Arch Kinshade Crest. » Issoria le fixa du regard. « Que nous veut le roi ?» Elle le sentit avant de le voir. Une autre présence, Lord et Alpha, remplissait l'embrasure de la porte. Elle leva les yeux. L'homme dans l'embrasure de la porte était vêtu d'un costume royal et se comportait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin d'affirmer son autorité. Cheveux noirs, yeux verts, peut-être un peu plus jeune, un peu moins marqué par le temps, mais la mâchoire était la même, les yeux étaient les mêmes, et il ressemblait à Riven. L'homme eut le souffle coupé. Il passa devant elle, devant le couteau, passa devant Renard, se précipita vers le lit et regarda son compagnon avec une expression de choc et de tristesse. Ne le touchez pas. Issoria se plaça entre eux en un instant, le poignard levé. L'homme se tourna vers elle. « Je ne ferai pas de mal à mon frère, dit-il. » Elle les regarda tous les deux, le visage endormi et celui éveillé, et comprit. « Vous avez envoyé des hommes à sa poursuite, dit-elle. Vous leur avez dit de le ramener mort ou vif. Pardonnez-moi si je ne suis pas ému par votre prétendu lien fraternel. » L'homme haussa un sourcil. « Et qui êtes-vous » Issoria leva le menton. « Sa compagne. » Le roi la regarda. Un long regard froid de haut en bas. « Sa compagne est morte, dit-il. C'est pourquoi il est ici. » Son regard se posa sur elle. La chemise de nuit, les murs rugueux de la cabane, le couteau de chasse dans sa main. Sa compagne était une princesse, une reine, quelqu'un digne de son rang. Il marqua une pause, puis ricana. « Tu n'es même pas digne d'être sa compagne. » Issoria lui montra les dents. De l'arrière-boutique, un cri perçant retentit. Le roi tourna brusquement la tête. « Tu as un enfant ici ?» demanda-t-il. Il fit un pas. Issoria réagit la première, s'interposant entre lui et la porte de la pièce du fond, le couteau pointé vers son visage. « N'y pense même pas, capitaine, » dit le roi. Renard tenta de la contourner. Issoria se déplaça pour lui barrer le passage. La porte de la pièce du fond s'ouvrit. Une petite louvette noire tituba à travers l'ouverture sur ses pattes instables, gémissant, et se pressa contre la jambe d'Issoria en tremblant. Les deux hommes se figèrent. Leurs visages se décomposèrent exactement au même moment. Renard devint livide. Le sang-froid du roi se fissura. Tout disparut. L'autorité froide, le mépris, remplacé par quelque chose de brut et d'étourdi. « Qui ?» murmura le roi. Issoria prit Flory dans ses bras et la serra contre sa poitrine. La petite se blottit contre elle, toujours tremblante. Le roi fixait Flory, les narines dilatées. « C'est Rivens, dit-il. Je sens son odeur sur elle. » Issoria ne dit rien. C'était clair comme le jour, l'odeur était indéniable, et le roi la partageait. Elle reconnut la même note de fond, la même que celle de son compagnon, la même que celle de Flory. « Elle n'est pas seulement l'enfant de Sa Majesté, » dit Renard. Le roi se figea. « Vous ne reconnaissez pas cette odeur » insista Renard doucement. « C'est la fille de Sa Majesté. C'est la fille d'Alicia. » Le roi ferma les yeux comme si quelque chose l'avait frappé. Non. Il secoua la tête. Le bébé était mort, tué avec sa mère. Tu l'as vu. Riven l'a vu. C'est pourquoi il s'est retourné et a regardé son frère sur le lit. Il n'a pas fini. À moins, dit lentement Renard, à moins qu'il y en ait eu un autre, le roi allaita. Il se retourna vers Flory et tendit la main vers elle. Issoria recula, montrant les dents. Mais Flory était restée immobile dans ses bras, regardant le roi de ses yeux verts graves, sans tendre la main vers lui, mais sans avoir peur non plus. Au bout d'un moment, elle reprit forme humaine, une petite fille aux cheveux noirs qui clignait des yeux dans la lumière du matin. « Une jumelle » murmura Aren. Il regarda le visage de Flore et quelque chose en lui se brisa doucement. « Elle ressemble même à Alicia » murmura-t-il ému. « Attendez » dit Issoria.
Elle se dirigea vers la planche détachée dans le coin, Florrie toujours sur sa hanche, la souleva et trouva le pendentif. Elle revint et le tendit au roi. Arin le prit et le regarda fixement. Elle le portait quand je l'ai trouvé. Isoria dit, la femme qui l'accompagnait était morte. Elle avait couru jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. Elle marqua une pause. Était-ce votre reine? Le roi secoua lentement la tête. Non, dit-il. Alicia a été tuée dans le palais, elle et l'enfant qu'elle portait alors qu'elle était en train d'accoucher. Sa voix était maîtrisée et monocorde, et le chagrin coulait sous-jacente comme une rivière sous la glace. Notre oncle Valdis, c'est lui qui a orchestré tout cela. Il voulait le trône. Il avait besoin que la lignée de succession soit rompue, que Riven soit déstabilisé. Il ne savait pas qu'elle portait des jumeaux. Personne ne le savait. Isoria le regarda, horrifié. J'étais avec Riven quand il les a trouvés. Le roi poursuivit. Il regarda son frère sur le lit, et son odeur devint celle d'un cœur brisé et horrifié. Il se transforma. Il tua Valdis en quelques secondes. Ses gardes, tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Il secoua la tête. Il est devenu fou de chagrin et a disparu. Et je le cherche depuis. Je ne pensais pas le revoir un jour sous forme humaine. Il fit une pause. Le choc. La mort de sa compagne, la mort de son petit, cela l'avait détruit. La cabane était très silencieuse. C'est lui le véritable souverain, dit Arin. Il se redressa. Riven Shadecrest, le véritable roi alpha. Il regarda Florrie dans les bras d'Isoria, ce qui fait d'elle son héritière. Notre princesse, une pause, et future reine. Isoria serra Florrie plus fort contre elle. Votre Majesté, dit Renard, si un enfant a survécu et que Riven est redevenu humain. Il regarda Isoria. C'est grâce à elle. Le roi se tourna vers elle. Il la regarda longuement, différemment qu'auparavant. Êtes-vous vraiment la compagne de mon frère? Demanda-t-il. Isoria hésita. Puis elle déplaça Florrie sur une hanche et écarta le col de sa chemise de nuit, exposant la marque d'accouplement sur son épaule. Renard expira. Un lien effacé, dit-il doucement. Seule une compagne effacée pourrait ramener Riven. Il n'est pas complètement revenu, dit Isoria. Elle s'arrêta, regarda sa compagne, pensa au flash qu'elle avait ressenti à travers le lien. La femme qui riait, le sang, le cri, le mur qu'il construisait chaque fois que cela se rapprochait. Chaque fois que les souvenirs reviennent, il ne peut pas le supporter. Il reste ailleurs, là où cela ne peut pas l'atteindre. Elle comprit parfaitement en le disant à voix haute. Il avait réprimé tout cela depuis le début. Il restait un loup parce que le loup ne pouvait pas se souvenir. Parce que le loup pouvait supporter ce que l'homme ne pouvait pas supporter. Elle serra Florrie plus fort dans ses bras et ne dit rien d'autre. Une nourrice a dû voir ce qui se passait, dit le roi, et il s'enfuit avec la princesse. Pas une nourrice, dit Renard. Sa voix avait changé, elle était plus calme. La sage-femme, Sora. Le roi le regarda. Renard? Il inclina brièvement la tête. Je suis désolé pour votre perte. Renard acquiesça une fois, croisant le regard d'Isoria. Ma femme, dit Renard. Elle a disparu cette nuit-là. Je ne l'ai jamais su. Il s'arrêta. Elle aimait sa majesté. Elle a dû mettre au monde le premier bébé. Et quand Valdis est arrivé, elle l'a caché. Puis elle s'est enfuie. Elle a couru aussi loin qu'elle a pu, dit Isoria. Elle s'efforça de parler clairement, car il méritait d'entendre chaque mot distinctement. Elle a essayé d'atteindre les terres libres, mais la vie y est rude. L'aide n'est jamais gratuite, et l'hiver a été brutal. Elle est morte en dépensant tout ce qu'il lui restait pour essayer de garder Florrie au chaud. Elle le regarda fixement. Votre femme l'a sauvée. Je lui dois tout. Elle s'inclina devant lui. Renard resta immobile pendant un moment. Puis Florrie. C'est le nom que je lui ai donné. Quand je l'ai trouvée, Isoria baissa les yeux vers la petite fille aux cheveux noirs dans ses bras. Elle avait quelques semaines. Une fleur d'hiver poussait sur le rocher à côté d'elle. Je l'ai appelée Florrie. Renard acquiesça. Sa mâchoire était crispée. Il ne faisait pas confiance à sa voix, pensa-t-elle. Le roi l'observait. Il regarda son frère sur le lit, puis Florrie dans ses bras. Il s'approcha d'elle et s'agenouilla. « Ce que vous avez fait, dit Arin. Pour ma nièce, pour mon frère. » Il leva les yeux vers elle. « Moi et tout le royaume vous devons tout. » Épilogue. Ces derniers temps, Riven était plus souvent humain qu'autre chose. Certains matins, elle se réveillait et le trouvait humain à côté d'elle, son bras lourd autour de sa taille, son souffle chaud dans son cou. Mais d'autres matins, elle se réveillait seule et le trouvait recroquevillé devant la porte de la cabane. Ces matins-là étaient aussi de bons matins. Elle avait cessé de les classer. Il allait mieux petit à petit, mais pas de manière linéaire. Parfois, un jour où le chagrin remontait et l'engloutissait tout entier.
Une fois sorti d'un de ces jours, il l'avait regardée et lui avait dit, la voix encore rauque, « Je ne suis plus que la moitié de ce que j'étais. » Elle avait pris son visage entre ses mains. « Je t'aime quand même. » Il avait pressé son front contre le sien, et à travers le lien, elle avait ressenti tout ce qu'il ne pouvait pas encore dire. Un amour immense, absolu et sans limite. Ce qui l'aidait le plus, c'était Flory. Flory qui marchait désormais et avait pris l'habitude de changer de démarche à mi-chemin, de sorte qu'une petite fille qui titubait devenait un petit chiot noir qui se précipitait d'un pas à l'autre. Flory qui avait découvert que son père, sous sa forme de loup, était un excellent outil d'escalade et l'utilisait en conséquence, se hissant sur son flanc, les poings agrippés à sa fourrure. Il ne se souvenait pas toujours de tout, mais il ressentait toujours leur lien, et il reconnaissait toujours Flory. Aaron venait quand il le pouvait. Les premières visites avaient été difficiles, Riven restant immobile et silencieux, grognant dans sa poitrine. Mais Aaron était patient, et maintenant Riven s'asseyait près de lui, le laissant poser brièvement une main sur son épaule. « Reviens à la maison », lui avait dit Aaron doucement lors de sa dernière visite. « Riven est notre roi, ce qui fait de toi notre reine. »« Il ne peut plus être votre roi », avait-elle répondu. « Pas encore, peut-être jamais. » Aaron avait acquiescé. Il le savait. Elle avait toutefois accepté les tuteurs, une femme qui venait 2 fois par semaine pour enseigner à Flory tout ce qu'une princesse devait savoir. Flory suivait ses leçons avec un sérieux concentré, puis allait directement voir son père pour lui rapporter tout ce qu'elle avait appris. Il écoutait chaque mot. Certains après-midi, les enfants d'Aaron venaient, tous les 3, bruyants et joyeux. La clairière se remplissait de bruit et de petits loups, et Isoria levait les yeux et voyait Riven les observer tous avec un sourire sur le visage. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle avait cessé d'avoir besoin de le savoir. Ce qu'elle savait, c'était son propre corps, et ce qu'il lui disait depuis 3 semaines maintenant, le nouveau parfum qu'elle portait. Raven l'avait remarqué avant qu'elle ne dise un mot. Un matin, il était devenu très calme, avait pressé son visage contre son ventre et était resté là. À travers le lien, elle l'avait senti incrédule, puis envahie par une joie si grande qu'elle ne savait où aller. Un enfant, le leur. Ce soir-là, il l'avait attiré sur ses genoux, pleinement humain et entièrement à elle, ses yeux verts posés sur son visage avec ce regard pour lequel elle n'avait jamais trouvé de mots. Elle l'avait laissé l'allonger à la lueur du feu. Elle l'a laissé la prendre comme il en avait besoin, lentement et profondément. Et après, elle s'est allongée contre sa poitrine, et il a pressé ses lèvres contre ses cheveux et a enfin dit « Je t'aime ». Elle a souri contre sa peau. Dehors, la vallée était calme, Flory dormait, leur enfant grandissait, et ses bras l'enlaçaient. C'était suffisant. C'était tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Avant de partir, je viens de publier une toute nouvelle histoire exclusive sur mon Patreon, disponible à l'achat. One Night Stand with the Alpha King Sweet Tasha, qui passe une nuit passionnée avec le roi qu'elle aime depuis des années, pour se réveiller et découvrir qu'il ne se souvient pas d'elle et qu'il est sur le point d'épouser une princesse afin de garantir un fragile traité de paix. Lorsque Tasha découvre qu'elle est enceinte, le frère aîné de la princesse intervient avec une condition effrayante. Elle ne doit jamais parler de l'enfant au roi. Si vous souhaitez découvrir l'histoire, vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Willie.